D'accord, ok. J'en ai plus que pour à peu près 10 minutes pour terminer la présentation. On va laisser le télescope prendre les images et tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse, on ira également observer une comète. Mais, Une mais comète. ce sera Oui, mieux, Emmanuel, de retourner sur le plan 1, là où tu vois l'astéroïde sous forme de point. Donc, comme ça on pourra utiliser les données, hein, c'est ça. c'est encore comment? Tu C'est as, cher, Emmanuel, hein. tu as absolument raison, Youssef, absolument raison. Qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi? Alors, allons voir. C'est Tracon Trackov, c'est celui-là. Ok. Tu es sûr que tu ne veux pas que je lance une comète plutôt? Parce que ça, c'est pour Mars. Ouais, peut-être T2 si tu veux. Mais bien pour revient après pour T2. Attends, je revérifie ici si on est bon. Tac, tac, tac. Ouais. Oui, c'est bon. Je verrai après pour ce qu'on met après, puisqu'on refera T2. Ok, c'est parti. Oups. Voilà. Je te laisserai aller vérifier si tout va bien. Je vais arrêter ceci et je vais passer. Voilà. Alors, il devient de plus en plus tard. Là, il est 11h20, mais vous savez, les astronomes, ça travaille la nuit, évidemment. Voilà. Et alors, je suis repassé sur ce que je voulais. Voilà. Oups. Donc, oui, on en était à l'incroyable événement Chelyabinsk en 2013. Ce genre de phénomène, on estime que ça se passe une fois par siècle. Donc c'est vraiment très rare. D'habitude, on n'avait jamais eu un témoignage d'un événement pareil parce que vous savez que la plupart de la surface de la Terre, ce sont les océans qui représentent 2 tiers de la surface de notre planète et la partie habitée sur la Terre reste encore très petite. Donc, en moyenne, il y a vraiment très peu de chances que ça se passe au-dessus d'une ville. Mais heureusement, évidemment, que l'astéroïde n'est pas descendu plus bas que les 30 km. Voici la traînée extraordinaire, incroyable, qui restait dans le ciel juste quelques secondes après l'explosion. On voit encore du rougeoiement ici au niveau de la phase terminale. Et en réalité, après, les nombreuses pierres ont continué leur trajectoire, des fragments. Le plus gros fragment qui a été retrouvé fait 400 kg et il est tombé dans un lac gelé qui a fait un trou de 6 mètres de diamètre que vous pouvez voir ici sur cette slide. C'est une météorite de type pierreuse, donc en fait c'est un astéroïde de type silicaté, et pas un astéroïde métallique qui aurait fait beaucoup plus de dégâts. Justement, pour parler de dégâts, donc, juste pour signaler que le risque est très faible et qu'il existe pourtant, mais sur de très longues échelles de temps. On sait que cela se reproduira, mais ce sont des échelles de temps pour les astéroïdes de l'ordre du kilomètre de diamètre qui sont de l'ordre de 50 à 100 millions d'années. Donc, c'est très rare, heureusement. Et les derniers à en avoir fait les frais, ce sont les dinosaures, il y a 66 millions d'années, qui ont été tous éradiqués de la surface de la Terre en très peu de temps, en raison de la chute sur la Terre d'un ou plusieurs astéroïdes de quelques kilomètres de diamètre, qui ont créé ce qu'on appelle un hiver nucléaire et empêché les rayons lumineux du Soleil de pénétrer à la surface de la Terre et qui a fait que les plantes se sont mises à dépérir et aussi évidemment les gros animaux qui devaient manger énormément, bien sûr. Donc, la disparition des dinosaures ne vient pas de l'explosion en elle-même, mais vient en fait des conséquences de l'explosion et de ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Alors, sur la surface de la Terre, il reste à peu près une cinquantaine de gros cratères bien identifiables. Un des plus beaux et que je vous conseille de visiter, mais pas pour l'instant, évidemment, à cause du Covid, aux États-Unis, bien sûr, mais c'est en Arizona, le Météor cratère, qui fait 1 km 200 de large pour à peu près 100 mètres de profondeur. C'est extrêmement impressionnant. Quand on est au bord du cratère, c'est vraiment très impressionnant. Ce cratère a été créé par la chute il y a à peu près 25 à 50 000 ans d'un astéroïde métallique de 50 mètres de diamètre. Et vous voyez, 50 mètres de diamètre, ça crée un trou, un cratère de 1 km 500. Encore une fois, c'est il y a très longtemps, 25 000 ans, 50 000 ans, c'est un des derniers beaux cratères bien préservés à la surface de la Terre. Sinon, au siècle passé, la plus grande catastrophe naturelle du siècle dernier, on n'en parle pas souvent, mais c'est la chute au-dessus de la Sibérie, dans la toundra sibérienne.
c'est l'événement de la Tunguska, le 30 juin 1908. Et c'est pour cette raison qu'on fait l'astéroïde Day aujourd'hui. En fait, un astéroïde ou une comète de 50 mètres de diamètre a explosé en haute altitude, un peu comme Chelyabinsk, et a soufflé à la surface de la Terre, a fait ce qu'on appelle un air blast, et a soufflé sur à peu près 50 km tous les arbres qui, vous voyez ici, sont couchés. Le phénomène, l'impact a été très peu étudié à l'époque, parce qu'en 1908, pour ceux qui sont forts en histoire, c'est la guerre en Russie entre l'armée rouge et l'armée blanche. Et donc, il y a uniquement quelques savants russes qui ont été sur place. Les premiers savants européens et américains n'ont été que dans les années 80 sur le site. Alors, à la poursuite des astéroïdes, comme je vous l'ai expliqué, donc de nombreux observatoires aujourd'hui traquent les astéroïdes pour l'importance dont je vous ai parlé, notamment également dans le cadre du Planetary Defense, donc la défense planétaire, comme on appelle, bien qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas encore à la hauteur pour vraiment détecter et nous mettre à l'abri de tout astéroïde. Celui de Chelyabinsk, par exemple, est arrivé au petit matin, comme vous l'avez vu avec la vidéo, on voyait les gens dans la voiture, c'était au petit matin, et l'astéroïde est arrivé de la direction du Soleil. Donc, les télescopes ne pointent pas vers le Soleil, et donc on n'avait pas vu arriver cet astéroïde de 25 mètres de diamètre. Si on arrive à détecter suffisamment tôt un petit astéroïde comme ça, on peut très bien connaître l'endroit où il va impacter sur la Terre, et on peut très bien dire aux gens, il faut aller dans les caves, ou il faut évacuer s'il y a suffisamment de temps. Donc aujourd'hui, il est très important que des grands télescopes se mettent aussi à traquer les astéroïdes, surtout pour nos enfants et les générations futures, parce que si on arrive à détecter qu'un de ces astéroïdes potentiellement dangereux impacte la Terre dans 2 ou 3 siècles, c'est maintenant qu'il faut agir pour le dévier, pour ne pas qu'il tombe sur la Terre dans 2 ou 3 siècles. Alors, ce sont les belles images qu'a réalisées Marin, avec les images qu'on a prises la nuit passée. Alors maintenant, vous êtes des spécialistes, donc c'est notre astéroïde qui a son petit nom, c'est 2010 NY65. Il a été découvert il y a 10 ans par un satellite infrarouge qui s'appelle NEOWISE, qui prenait tout le ciel en infrarouge. Et voilà, à gauche, une image où le télescope suivait le mouvement des étoiles et vous voyez que l'astéroïde a fait une petite traînée. À droite, TRAPPIST a suivi l'astéroïde, vous voyez qu'il fait un petit point, tandis que les étoiles sont des traînées. Ici, c'était le 28 du 6, donc il y a 2 jours, pardon, quand l'astéroïde allait beaucoup plus vite. Donc vous voyez, c'est seulement une pause de 45 secondes. Alors Marin nous a même réalisé une super animation où il a mis les images côte à côte et les deux types d'images. Et donc vous voyez les étoiles qui défilent et vous voyez notre astéroïde qui reste plus ou moins au centre de l'image. C'est assez impressionnant de voir défiler le paysage des étoiles et cet astéroïde qui file dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Je vous rappelle, 12 km en 1 seconde. Alors, il y en a qui vont encore plus vite. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Marin maintenant. Marin, tu veux reprendre la parole pour peut-être expliquer pourquoi, avec TRAPPIST, on ne voit pas les astéroïdes, on ne résout pas les astéroïdes, et ce que tu fais dans ton boulot? Ça marche, ouais. Si tu veux, est-ce que tu veux commenter peut-être ici la courbe de lumière, justement? Ah ouais, je commente ça et après je passerai à une slide. Okay. D'accord, j'ai juste une slide après qui montre ce que tu as fait pour l'astéroïde ici qu'on vient d'observer. D'accord. D'accord, donc juste pour continuer ici sur ce qu'on voit, c'est les courbes de lumière. Donc c'est ce que je fais principalement avec les observations d'astéroïdes de TRAPPIST. C'est en fait mesurer la brillance de l'astéroïde au cours du temps. Et on voit que cette brillance, elle n'est pas constante, elle va varier, principalement à cause de la forme de l'astéroïde. Donc, en général, les astéroïdes sont des formes un peu spéciales, un peu particulières. Souvent, ça ressemble à des patates, hein, plus ou moins biscornues. Et tous les astéroïdes tournent sur eux-mêmes plus ou moins vite. Donc, si on voit depuis la Terre l'astéroïde qui tourne sur lui-même, on va voir sa surface qui va changer, la surface vue de la Terre, qui réfléchit la lumière du Soleil, qui va changer et qui donc va réfléchir plus ou moins
Donc cette brillance, on peut la mesurer au cours du temps et faire une courbe de cette variation. Quand l'astéroïde va montrer la surface la plus importante à la Terre, on va voir un maximum dans la courbe de lumière. Et quand l'astéroïde va montrer la surface la plus petite, on va voir un minimum. Et donc, généralement, quand on fait des courbes de lumière d'astéroïdes, on va voir deux pics, deux maxima, deux minima, qui vont se répéter périodiquement dû à cette rotation autour d'un axe. Donc, c'est ce qu'on appelle une courbe de lumière d'astéroïde. En pratique, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est l'astéroïde dont on a vu les images juste avant. Et ça, c'est la courbe de lumière reconstruite au cours de sa rotation. Donc, on voit ici que sur une rotation d'environ 5 heures, on a cette variation de lumière. Donc, ces courbes de lumière, ça permet de chercher donc, les périodes de rotation, mais c'est aussi lié à la forme de l'astéroïde. Si on a vraiment beaucoup de données, on peut aussi obtenir des informations sur sa forme. Excellent. Je te laisse charger, Iris, ou je vais peut-être juste montrer je n'ai pas encore fait l'orbite du fameux astéroïde qu'on vient d'observer aujourd'hui. Donc, je vais mettre en plein écran. Voilà. Emmanuel, on ne voit pas l'écran. Tu peux stopper et repartager encore une fois? Merci. Ok. Je fais ça, puis je te redonne tout de suite la parole, Marin. Voilà, c'est ici. Paf. Voilà, vous voyez? Oui, bien. Ok, donc ici, on voit l'orbite en rouge de Mars. En bleu, on voit l'orbite de la Terre. En mauve, on voit l'orbite de Mercure et puis Vénus. Et ici, en blanc et gris, on voit l'orbite de l'astéroïde qui est inclinée sur le plan de l'écliptique, donc sur le plan du système solaire, ce qui est représenté ici par les petits traits, pour vous donner une impression d'inclinaison de l'orbite de l'astéroïde. Alors ici, on va démarrer cette animation qui va nous montrer l'orbite. Et en fait, je vais commencer, voilà, l'animation à partir du 5 avril, donc il y a 3 mois. Et vous allez voir cet astéroïde qui va se rapprocher de plus en plus de la Terre. Donc, gardez bien la Terre en point de mire et l'astéroïde. Alors, j'essaye de faire partir ici. Voilà, parfait. C'est parti. La Terre est là, l'astéroïde est ici. Regardez bien, je vais zoomer et vous allez voir qu'il y a en fait, on est là aujourd'hui. Vous voyez l'astéroïde et la Terre qui n'arrêtent pas de se rapprocher l'un l'autre. Et là, voilà, on était il y a 3 jours tout près l'un de l'autre. Et puis là, ils s'écartent. La Terre va plus vite que l'astéroïde. Elle est plus proche du Soleil et l'astéroïde s'écarte. Donc, on a eu ici, donc il y a quelques jours, donc là pour l'instant, en fait, cette nuit-ci, une rencontre en fait entre l'astéroïde et la Terre. Dans quelques jours, cet astéroïde, on ne le verra plus du tout. Il est beaucoup trop petit et donc sa luminosité va être trop faible et on ne saura plus le voir. Voilà. C'était juste pour vous montrer sa trajectoire dans l'espace par rapport à la Terre. Et donc là, je vais maintenant laisser la parole à Marin. Voilà. Marin, si tu veux.